Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio et Sophie Larmoyer qui aime particulièrement la dame qui parle japonais à la fin. Je ne sais pas du tout ce qu'elle dit, mais c'est très joli. Oui, c'est très joli, je suis d'accord. Bonsoir. Sophie. On va d'abord aller en Inde. Tiens. Pour changer, on n'a pas d'Indien en l'occurrence dans le générique, où la triche aux examens, tenez-vous bien, est un sport national. Ça atteint un tel niveau que vous m'avez dit tout à l'heure que les bons élèves trichent par peur de finir derrière les fraudeurs. Exactement. Et en Inde, en ce moment, c'est la période des examens. Quelques semaines très lucratives pour les mafias de la triche qui sévissent dans le pays. C'est une véritable industrie, très organisée, assez élaborée, qui sollicite les jeunes sous pression. Les lycéens, par exemple, ils sont 10 millions chaque année pour 600 000 places à l'université. Ah oui. Et dans les meilleures facs, les taux d'admission sont carrément 10 fois moindres que ceux d'Oxford ou de Cambridge. Pression également pour ceux qui espèrent décrocher un diplôme. Chaque année, 17 millions de personnes entrent sur le marché de l'emploi pour environ 5,5 millions de jobs. Et donc les mauvais et les bons élèves cèdent à la tentation de tricher. Et alors ça se manifeste comment ? Alors pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, dans la région de Delhi, les sujets de l'équivalent du bac en maths et en économie ont fuité sur Facebook et WhatsApp 1h30 avant l'épreuve. Résultat, 2 800 000 élèves vont devoir les repasser. En février dernier, plus de 1000 élèves de l'État du Bihar, qui est l'un des plus pauvres du pays, se sont fait pincer en train de tricher. Ils ont été exclus. Les mafias de la triche sont très organisées. Ce sont parfois les centres privés de coaching, de révision, qui suggèrent aux parents et élèves d'appeler tel numéro anonyme, moyennant 200 €, l'équivalent de 200 €. Et le jour de l'examen, les réponses arrivent sur le téléphone portable. Alors, si j'ose dire, que fait la police ? Que font les autorités, qu'elles soient éducatives, politiques ou policières, donc justement ? Apparemment, les profs sont souvent dans le coup, eux aussi, parce qu'ils sont récompensés au résultat, en fonction du nombre de leurs élèves qui réussissent les examens. Alors quand même, depuis quelques années, certains États interdisent les téléphones, par exemple, ou ont installé des caméras et exigent aussi que les élèves enlèvent chaussures et chaussettes pour entrer en salle d'examen, autant de cachettes en moins pour les anti-sèches. Oui. Mais vous l'avez compris, le problème est profond. C'est devenu normal de tricher, puisque même le bon élève peut se faire doubler par un cancre. Donc dans l'esprit des jeunes, tout s'achète, même le diplôme, et c'est tout le système éducatif qui perd sa crédibilité. Oui, et au-delà le fonctionnement de la société, d'une certaine manière. Merci beaucoup Sophie pour cet éclairage. On va s'intéresser aux langues qui disparaissent. Comment sauver une langue qui disparaît ? C'est une question qui se pose très sérieusement pour les Kenyans. Bonsoir Charlotte Simonard. Bonsoir. À Nairobi pour Europe 1. Les Kenyans ont décidé de tout faire pour empêcher l'extinction du Yaku. Le Yaku, c'est une langue qui est parlée par 7 personnes dans une forêt au centre du Kenya. Pas une de plus, 7 personnes. D'abord, qui sont les Yaku ? Eh bien, ce sont des chasseurs-cueilleurs du Kenya qui vivent reclus dans la forêt de Mukogodo, au pied du mont Kenya. Alors aujourd'hui, les Yaku comptent environ 2000 membres, mais seuls 7 vieillards de plus de 70 ans parlent toujours leur langue traditionnelle. Après eux, le Yaku sera éteint. Cette langue est déjà considérée comme disparue par l'UNESCO dans son dernier rapport sur les langues du monde en danger. Vous savez, le Yaku fait partie de la 60aine de langues uniquement parlées par une communauté au Kenya. On les appelle les langues vernaculaire. Et on dit Yaaku. En vous écoutant, je corrige. Comment on explique que cette langue meurt ? Eh bien, parce que depuis les années 30, une autre tribu, celle des Maasai, des guerriers expansionnistes, a été chassée de ses terres par les colons britanniques et elle s'est installée notamment dans la forêt de Mukogodo, aux côtés donc des Yaaku, et les ont peu à peu assimilés. Les deux tribus ont créé des liens commerciaux. Les Yaaku minoritaires ont adopté petit à petit les coutumes et les tenues des Maasai, vous savez, comme ces couvertures quadrillées de couleurs vives. Et ils sont devenus éleveurs eux-mêmes et parlent désormais leur langue, le Maa. Mais il paraît que le Yaaku n'est pas mort. C'est l'UNESCO qui dit qu'une langue peut renaître. Oui, et c'est pour cela que des initiatives pour sauver le Yaaku ont été lancées il y a quelques années. Un dictionnaire a été créé par les anciens de la tribu. L'ambassade de France du Kenya a même financé une salle de classe pour y donner des leçons de Yaaku en 2010. Et un petit musée sur la tribu a aussi vu le jour. Mais tous ces efforts sont pour l'instant insuffisants pour relancer le Yaaku qui n'intéresse plus les nouvelles générations. Selon l'UNESCO, plus de 200 langues d'Afrique subsaharienne devraient ainsi s'éteindre au cours des 100 prochaines années. Et peut-être les traditions culturelles qui allaient avec. Merci beaucoup Charlotte Simonard à Nairobi, donc au Kenya bien évidemment pour Europe 1. Sophie, en bref, depuis ce week-end, il existe un musée, alors je vais le dire en québécois, de Lego portrait, du selfie. Voilà, dans la banlieue de Los Angeles, ouvert pour 2 mois seulement. Ses créateurs ambitionnent de retracer 40 000 ans d'histoire de l'autoportrait, tout cas de l'inscrire dans l'histoire de l'art. C'est assez fourre-tout, il y a des autoportraits de Rembrandt ou de Van Gogh, et ça va jusqu'à un autoportrait d'un singe pris par lui-même avec
avec l'appareil chippé à un touriste. De nombreuses scénographies permettent aussi aux visiteurs de se prendre en photo. En tout cas, en cas de succès, les créateurs du musée du selfie espèrent prolonger son existence à Los Angeles et peut-être faire voyager une exposition à travers le monde. Sophie Larmoyer, merci beaucoup pour ce voyage, justement. Europe 1.